Alain, le citoyen peut-il influer sur la politique d'aménagement des grandes agglomérations? Voilà la question qu'on se pose ce soir. Merci Pierre pour cette grande question. Oui, j'étais le témoin toute la journée. J'ai essayé d'observer un peu la tribu des membres de l'INTA, cette grande organisation internationale. Et j'ai essayé, avant de tout de suite parler des citoyens, de voir quelle était la question qui était posée dans ce colloque. Et il me semble que la question est assez simple, c'est comment mieux vivre en milieu urbain intermédiaire. Alors cette idée de milieu urbain intermédiaire, c'est l'idée d'une métropole qui n'est pas immense, mais qui n'est pas toute petite non plus, et qui a des problèmes spécifiques. Et toute la journée, on a donné la parole à des spécialistes, des urbanologues, des experts en modernité, des élus, des fonctionnaires, des ingénieurs, des créateurs qui ont donné leur version de cette métropole moderne, innovante, dans la croissance, le développement, la mobilité, le mouvement, le risque, la culture, l'écologie, l'high-tech, la cohésion, l'intermodalité, etc. Et quand je les entendais, je me disais, en fait, on est un peu dans un colloque des métropoles HQE et innovantes. Pour faire un clin d'œil à un produit très à la mode, on est dans les iMétropole 4S, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit de l'innovation, de la modernité, et ça me met dans un léger questionnement sur l'autre facette qui a été abordée, mais qui est très difficile à aborder, qui est la métropole des inégalités sociales qui progressent, la métropole des rivalités très fortes entre micro-territoires sur son territoire, la métropole des conflits d'intérêts qui s'affûtent, s'entrechoquent dans les villes, la métropole des îlots de souffrance aussi, ou souffrance sociale, qui côtoient parfois les îlots de richesse ou d'hyper-richesse. Et là, je prends ma casquette de chercheur en sciences politiques. La question, c'est pas comment mieux vivre, mais c'est comment mieux vivre ensemble. C'est-à-dire comment arriver dans ces territoires urbains qui sont les territoires du mouvement et de l'innovation à faire en sorte qu'ils ne soient pas que de l'innovation et de la richesse, mais qu'ils prennent tout le monde ensemble. Et c'est le dernier débat de cette journée, c'était sur la question de l'intérêt général. Est-ce qu'il existe un intérêt général métropolitain, c'est-à-dire une conception du bien commun qui soit délimité non pas à l'échelon de l'Europe, à l'échelon de la France ou à l'échelon d'une petite municipalité, mais qui soit à l'échelon d'une grande région urbaine, où il y a donc à la fois beaucoup de richesses et beaucoup d'inégalités. Et c'est cette question que j'aimerais poser. Alors, elle a deux facettes ce soir. Alors, on invite les citoyens pour en débattre. Elle a deux facettes. Il y a bien sûr une question démocratique. Est-ce que nous pouvons créer des institutions à l'échelon de la grande région urbaine qui pensent l'intérêt général, qui peuvent être le garant d'une certaine égalité, solidarité, en même temps qu'il y a du développement? Mais il me semble qu'il y a aussi une question existentielle qui se pose avec ces métropoles intermédiaires. C'est est-ce qu'il existe un grand territoire où on aurait un sentiment d'appartenance, où il y aurait une identité, cette idée qu'on est de cette grande région? Parce que, alors c'est l'expérience des études de sciences politiques, pour accepter des politiques publiques parfois volontaristes, un peu autoritaires, sur des questions difficiles comme la question sociale, il faut se reconnaître dans le territoire qui nous gouverne. Donc c'est les deux questions qu'on va poser, et il se trouve que si on les pose avec l'équation de la démocratie participative, c'est-à-dire la parole des citoyens, elle est très très difficile à poser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où la participation des citoyens, la démocratie participative est très en vogue. Assurément, on n'a jamais eu autant de dispositifs participatifs mis en place à de très nombreux échelons. Mais paradoxalement, le niveau des métropoles, le niveau des grandes régions urbaines est le niveau sur lequel on a le plus de mal à mettre en place de la participation des citoyens. Et puis, la période est faste aussi, parce qu'on est dans une période où les citoyens s'invitent, même quand le système politique ne leur propose pas de parler. Il y a eu ce coup de tonnerre du printemps arabe sur une parole citoyenne très très vive qui contestait le système politique. On a depuis quelques années la parole citoyenne d'Internet, des réseaux sociaux sur le web, qui est extraordinairement puissante parfois, qui est extrêmement vive en tous les cas, et qu'il faut écouter avec attention. Et puis on a, y compris avec un représentant ce soir, ces nouvelles paroles souvent urbaines, la parole des révoltés, des indignés, qui interviennent très fortement dans le débat public tout en n'étant pas dans le système politique. Et la question de ce soir, elle est toute simple,
c'est de savoir si cette parole citoyenne arrive à se faire entendre à cet échelon de la grande région urbaine. On voit bien que la participation progresse, soit sur des petits territoires, soit sur des questions ciblées. Mais est-ce qu'on peut imaginer une pensée à la fois solidaire, généreuse et dynamique qui penserait l'avenir de la grande région urbaine grenobloise? Et pour ouvrir le débat, mais c'est les témoins ce soir qui vont donner quelques clés à ces questions, je mettrai les pieds dans le plat sur 2-3 défis qui ne sont pas réglés à l'heure actuelle, qui sont une équation un peu impossible pour nous en termes de participation des citoyens. Pour moi, la plus évidente, la première qui saute aux yeux mais pas aux oreilles, c'est les sans-voix. C'est toutes les parties de la population qui, même si on crée 3000 dispositifs participatifs, ne prennent pas la parole dans les espaces publics, soit parce qu'ils sont en souffrance, en exclusion, en rejet, en décalage, en abandon. Donc on a actuellement une partie importante des populations urbaines, sans doute la plus fragile, qui ne peut pas participer. Deuxième question qui se pose, ceux qui parlent tellement bien et si fort. On a actuellement, alors on doit avoir, juste en France, il y a eu 7 ou 8 thèses qui ont été soutenues l'année dernière sur les dispositifs participatifs. Quand on observe de près la façon dont se fait la démocratie participative, on s'aperçoit qu'accèdent aux arènes des débats, comme à l'arène de ce soir, des citoyens qui ne sont pas forcément des citoyens lambda. Et les citoyens qui parlent tellement bien et si fort représentent des intérêts qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont qu'une petite partie des intérêts urbains. Et il y a une tendance quand même assez forte à que ceux qui parlent haut et fort soient ceux qui sont déjà bien en place dans le système. Troisième épine dans la démocratie participative, ceux qui s'égosillent dans le désert. Il y a aujourd'hui des prises de parole, des prises de cris de désespoir en milieu urbain, y compris en faisant brûler des voitures, qui ne mènent à rien, c'est-à-dire qui n'ont pas d'efficacité politique, qui ne permettent pas de modifier, d'influer sur les politiques publiques. Et puis enfin, il faut les mentionner parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, il y a aussi cette parole des militants qui s'épuisent en réunion, en soirée, le week-end, sur des petites causes urbaines, des petites causes de quartier. Alors petit, c'est pas péjoratif, mais c'est sur des petits problèmes à régler, mais qu'il faut régler urgemment, et qui parfois s'aperçoivent que cette hyperactivité dans le militantisme ne permet pas de prendre des grandes décisions sur la grande région urbaine, sur des dossiers aussi centraux que le logement social, que l'accès à la culture, que l'accès à l'éducation, que l'accès à l'emploi. Donc, moi, il me semble que pour bien poser la question de la parole du citoyen aujourd'hui, il ne faut pas seulement se poser la question des lieux où l'on peut parler, mais il faut aussi se poser la question de l'incidence de cette parole quand elle est organisée, l'incidence qu'elle a sur le débat métropolitain. Comment penser métropolitain ? Comment inventer une intelligence collective à cet échelon ? Et c'est pour le politiste, pour le spécialiste en sciences politiques, un vrai débat sur la question démocratique. Pendant longtemps, on a traité cette question dans les parlements, dans des assemblées constituées avec des représentants. Aujourd'hui, on voit la limite de l'approche parlementaire à l'échelon national. Elle fait du travail, mais elle ne fait pas tout. Et on peine à trouver ces nouvelles équations, ces grandes assemblées à l'échelon des grandes villes où sont débattus les grands débats d'intérêt général. Et moi, mon hypothèse, c'est que pour que le débat fonctionne, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de la fierté. C'est-à-dire que la politique, la confiance dans la politique, ça implique aussi d'avoir une certaine émotion à s'engager en politique, à faire confiance à des représentants, à porter des combats. Et il me semble que c'est le grand déficit des métropoles aujourd'hui. On est rarement fier de sa métropole. On est fier de beaucoup de choses, mais pas de sa métropole. Et que c'est une partie importante du débat. Bien. Où sont nos agoras ? Que sont devenus nos agoras? C'est la question que vous posez effectivement à Alain, en bien expliquant, je crois, effectivement, quel est l'enjeu de cette soirée. Un enjeu qu'on va développer en 3 parties. On a demandé à des militants, puisque vous parliez de militants à l'instant, on a demandé à des militants de venir enregistrer un certain nombre de questions qu'ils souhaitaient poser pour cette soirée. Vous allez les entendre, donc avec des petits blocs de 4 ou 5 interrogations que l'on a, vous le verrez, effectivement organisées pour que ce débat soit le plus
complet possible. On va tout de suite écouter le premier petit bloc de questions et on demandera ensuite à 2 de nos intervenants de nous dire ce qu'ils en pensent. Premier bloc tout de suite. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis chercheur en sciences politiques et la question que je me pose c'est de savoir si le rapport de force, l'opposition, le conflit, c'est pas encore aujourd'hui les meilleurs moyens de se faire entendre dans des espaces aussi inégalitaires que les métropoles. Jean-Marc, je travaille à Arpenteur, dans une association qui organise des rencontres avec des collectifs de gens qui se bougent dans leur quartier, partout ailleurs, pour améliorer les situations. Nous, ce qui nous pose question, c'est quand on voit les villes aujourd'hui qui sont organisées avec l'espace du commerce, les habitats des riches, les habitats des pauvres, les lieux où on travaille, on se dit mais qui sont ces urbanistes? Pour qui ils travaillent pour nous construire des villes comme ça où on est obligé après de s'organiser pour faire société? Jean Vanois, militant du Conseil de développement de la métro Grand Grenoble, représentant la CFDT. Admettez-vous que les synthèses après conflit, que les propositions de la société civile organisée produisent de l'intérêt général, produisent de la lutte contre les inégalités? Participer dans les différents dispositifs pour les citoyens peut parfois leur donner l'impression d'être là comme une caution citoyenne pour l'action publique. Comment faire pour leur donner les moyens de s'investir dans ces dispositifs et comment faire pour qu'ils réussissent à s'approprier ces dispositifs? Bien, notre premier intervenant disait c'est dans le rapport de force qu'on peut se faire entendre. Alors, le rapport de force, John Aguirre, vous connaissez ça, vous, avec la démarche des indignés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que c'est dans le rapport de force que l'on peut effectivement se faire entendre et faire avancer les choses? Desgraciadamente en estos momentos sí. Pienso que la única manera, y cada vez queda más patente, como se ha visto hace poco en Grecia, con esa satanización del referéndum, la única manera que nos va a quedar dentro de nada a los ciudadanos y ciudadanas de Europa es la autoorganización, la manera de cómo nosotros podemos promover la participación. Si es una participación impuesta, como comentaba aquí mi compañero de tertulia, difícilmente podrá ser llevada a cabo. Voilà, on va essayer de prendre quelques phrases et les traduire effectivement de manière à ne pas avoir à traduire un bloc complet à la fin de votre intervention. Je vous en prie. Donc malheureusement, je pense que la réponse est positive. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Grèce avec le référendum. Je pense que ce qui reste aux citoyens européens aujourd'hui, c'est l'auto-organisation et la promotion de la participation, qu'elle soit proposée ou non. En ese sentido, bueno, desde el movimiento 15M y desde mi perspectiva también como urbanista, en diversos proyectos en los que estoy promoviendo desde la base la participación, hemos visto cómo la ciudadanía es capaz de autogestionarse o participar sin ningún intermediario político o de ningún partido político detrás. Moi, en tant que membre du mouvement donc des indignés de Madrid, le mouvement du 15M, et aussi en tant qu'urbaniste, puisque c'est ma profession, par rapport à beaucoup de projets sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai pu comprendre, et nous avons tous pu comprendre, que l'autogestion est la seule issue. Une autogestion qui n'a pas besoin d'un intermédiaire de parti ou d'un quelconque intermédiaire politique. Y desde aquí, pues nada, simplemente animar a la gente que siga un poco el modelo que se está instalando en España, que participe y retome el espacio público como espacio político, instale asambleas y empiece a generar nuevas maneras o nuevos canales para participar que surjan desde la propia ciudadanía. Donc, en conclusion, il s'agit d'encourager de telles initiatives
sur le modèle de ce qui s'est passé en Espagne, c'est-à-dire la réappropriation de l'espace public, la réappropriation de l'espace politique, pour organiser des débats et créer de nouveaux cadeaux de participation citoyen. Oui, on reviendra vers vous, John. Encore un mot, oui. Bueno, y simplemente que para eso es necesario el compromiso de todas las personas. No solo vale con la indignación, ¿no? Como decía Stefan Hessel en sus 2 libros. Primero hay que indignarse y luego hay que comprometerse. Entonces, animo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Grenoble a que se comprometan con su ciudad y a que participen en su ciudad. Donc en fait, l'indignation, c'est un point de départ, mais il faut aller au-delà de l'indignation. Il faut de l'engagement. C'est la raison pour laquelle j'encourage tous les citoyens de Grenoble à s'engager envers Grenoble. Merci, merci. Le message, je crois, sera tout à fait effectivement perçu ici à Grenoble, qui est une terre fertile en matière d'indignation, vous le savez aussi. Je vais demander à Jean Frébault, qui représente les conseils de développement, de nous dire son avis sur la question. Un conseil de développement, Jean Frébault, un petit rappel peut-être pour nous dire ce que c'est, mais ça n'est en tout cas pas, j'allais dire, une opposition au pouvoir comme on peut le voir de la manière des indignés. Bien, eh bien d'abord, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Je voudrais excuser Gérard Claes qui était annoncé qui devait être à votre place, au programme et qui a eu un empêchement. Il est donc vice-président en charge de la participation citoyenne à Lyon, donc c'est notre élu référent. On n'a pas tout à fait la même posture parce que moi je représente ici la société civile, mais on travaille beaucoup ensemble et heureusement qu'il y a des élus comme lui qui croient, ce qui n'est pas le cas général forcément, à ces questions de démocratie participative et d'expression des habitants. Oui, c'est vrai que les conseils de développement, et je salue mes collègues des Grenoble dont un certain nombre sont dans la salle, et Jean Vanois qui s'exprimait dans la vidéo, ce ne sont pas des lieux de contestation, de revendication, c'est plutôt des lieux de médiation. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a le droit de s'indigner dans un conseil de développement. Par exemple, à Lyon, on a pas mal travaillé sur la crise du logement et ses conséquences sociales. Et on s'est indigné, on l'a écrit, qu'il y a des gens qui couchent encore dans leur voiture. Ce que les élus savent pas en général, ce que le corps social ne sait pas en général. Donc il peut y avoir des motifs d'indignation et d'engagement, comme le disait mon voisin. Et puis c'est des lieux qui peuvent aussi faire bouger les lignes. Moi, je pense qu'il est important que si l'on veut accroître la capacité des citoyens de s'exprimer, il faut une grande diversité de scènes et de postures. Nous sommes plutôt sur une posture de force de proposition. Alors, en 2 mots, les conseils de développement ont été créés dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, je crois, c'est ce que dit la loi, à l'initiative des intercommunalités, depuis la loi Voinette de 1999. Ce sont des instances consultatives qui peuvent être saisies par la collectivité, mais qui peuvent aussi s'auto-saisir. Bon, je pense que pour qu'il fonctionne, il faut que les élus soient demandeurs et il faut aussi qu'il y ait des membres de la société civile et des citoyens qui s'engagent. À Lyon, on est par exemple 270, ce qui est quand même pas mal, mais ce qui est loin de résumer à soi seul l'ensemble de la société civile. Il y a un collège d'acteurs économiques, de représentants des syndicats et socioprofessionnels, un collège représentant les institutions publiques, un collège associatif qui est extrêmement actif et avec des associations qui sont très engagées dans le champ de la solidarité, de l'environnement, du développement durable ou de l'écologie, et puis également sur la culture. Il y a un collège de citoyens tirés au sort, il y a un collège territorial qui représente les différents secteurs de l'agglomération. Alors ça répond, c'est une tentative pour répondre un petit peu à l'interpellation d'Alain Faure, au-delà des conseils de quartier ou de la concertation sur projets qui existent à Lyon comme à Grenoble, il peut y avoir des lieux qui font émerger ce concept de citoyen d'agglomération, voire de citoyen métropolitain, qui est un petit peu nouveau et qui ont la capacité d'enrichir les politiques publiques, les stratégies d'agglomération, dès lors qu'ils sont saisis le plus en amont possible. Alors voilà, en gros, ce que nous essayons de faire. C'est la société civile organisée, hein, vous l'avez dit vous-même. Dans le civile mot organisé, il y a justement un reproche que l'on vous fait. Organisé, policé, c'est un tout petit peu proche tout cela. Et peut-être que l'on peut vous reprocher justement de ne pas être assez combatif.
Alors, c'est un débat que nous avons en permanence. Ça, j'en suis Aucune sûr. instance que Et qu'on aura sûrement quand le ce conseil de soir. quartier associatif ne peut prétendre à lui seul représenter tous les citoyens. Il y a la risque dérive élitiste, il y a une majorité de retraités pas assez de jeunes. Enfin, on connaît les critiques qu'on peut faire à toutes ces instances. On peut d'ailleurs les renvoyer aux assemblées élues également, hein, où la proportion de femmes, de jeunes n'est pas toujours représentative de la population. Alors, je veux dire que chez nous à Lyon, c'est un combat, et notamment on est très soucieux quand il s'agit de publics sous-représentés au conseil de développement, d'aller à la rencontre de ces publics. Je citerai 2 exemples. Nous avons organisé, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres conseils, des forums jeunes, à l'occasion par exemple des documents d'urbanisme comme le SCOT. Quelle vision ont les jeunes pour les 20 ou 30 ans qui viennent de l'agglomération? Ce n'est pas forcément la même vision que les gens plus âgés. Nous l'avons fait également sur le plan climat. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des sans-voix, nous avons fait une expérience dont je dis un mot parce qu'elle était assez intéressante. On s'est dit qu'il fallait donner des occasions de s'exprimer à ceux qui sont toujours absents du débat public. Et évidemment, ils ne viennent pas au conseil de développement. C'est les populations en difficulté ou d'origine étrangère, etc. Donc notre démarche, c'est d'aller à leur rencontre. Et nous avons, à travers des associations comme ATD Carmonde, Secours catholique, Forum réfugiés, Parole de femmes, etc., qu'on connaît aussi bien à Grenoble, nous les avons rencontrés sur place. Quand ils ont entendu qu'on les appelait les sans-voix, ils se sont indignés parce qu'ils se sont dit « Nous ne sommes pas sans voix, c'est vous qui êtes sans oreilles ». Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés les absents du débat public, mais vous voyez, bon. Et on a organisé, avec d'ailleurs en présence d'élus de la communauté urbaine, un forum où il y avait à peu près 80 personnes, des collectifs d'habitants essentiellement, qui avaient préparé une prise de parole organisée, et on en a pris plein l'estomac. Et à la suite de cela, le Grand Lyon a mis en chantier l'étude d'un dispositif d'écoute permanent. La première revendication de ces personnes, c'est qu'on reconnaisse leur existence, c'est qu'on reconnaisse leur dignité, avant même d'avoir des revendications plus opérationnelles sur un certain nombre de points. Donc vous voyez qu'au Conseil de développement, au-delà des avis qu'on peut donner sur le plan climat, le traitement des déchets, on a aussi travaillé un chantier très intéressant sur la question de la densité. Le débat sur la densité est présent dans toutes les collectivités, les plans d'urbanisme, les citoyens rejettent la densité. Alors nous, on a beaucoup travaillé. À quelles conditions les citoyens peuvent accepter la densité avec des ingrédients de qualité urbaine qui ne sont pas toujours présents dans les opérations denses. C'est un débat qu'on a beaucoup en ce moment à Grenoble. Avant de laisser la parole à la salle, John, un petit mot de votre part sur ce qu'a dit à l'instant Jean Frébault, la société civile organisée, vous les indignés, comment les considérez-vous ces gens-là ? D'abord, est-ce qu'il y en a chez vous qui représentent la société civile organisée ? Bien, en cuanto a la facilidad y a las facilidades que ha comentado sobre cómo organizar a la sociedad civil, evidentemente es importante que desde las administraciones se impulse y se ayude a que la sociedad civil se organice. Oui, il est important, selon ce que vous avez dit, de voir comment organiser donc les intervenants qui puissent participer dans les administrations et intervenir, donner leur opinion sur l'organisation des administrations. Pero la sociedad civil también tiene que tener una autonomía propia para organizarse, para encontrar nuevas maneras de participación, porque si no podemos caer en muchos errores que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo. Il est cependant important que ces collectifs civils puissent trouver de nouvelles formes de participation pour ne pas retomber dans les erreurs qui sont existantes. La sociedad civil tiene que ser capaz de generar un agente político nuevo, un agente que responda a las necesidades propias de la sociedad civil, no como los partidos políticos cuando dicen que están a favor de la ciudadanía y luego aplican todo tipo de medidas que son contrarias a la ciudadanía, por lo cual la sociedad civil se tiene que organizar
como agente político nuevo capaz de tener autonomía propia. Il est nécessaire que la société civile s'organise en tant que nouvel agent politique. C'est-à-dire que c'est différent des partis politiques qui promettent certaines choses qui ensuite ne respectent pas. Ok, on revient vers vous, John, merci. Vous avez la parole dans la salle. Je pense qu'il y a des micros qui vont vous être proposés dans les allées. Montrez les micros, s'il vous plaît, pour que l'on puisse plus facilement diriger les personnes. Voilà, qui veut prendre la parole? Monsieur ici au premier rang, est-ce qu'on peut lui apporter, mademoiselle, un micro? Il y a 2 personnes ici, au 3e et au 5e rang. Voilà, le micro arrive. Voilà, donc simplement, très brièvement, vous déclinez votre identité pour qu'on puisse... Non, il y a monsieur là, derrière vous, voilà, qui a levé la main, voilà. Et puis ensuite, essayez de faire des questions courtes, réponses courtes. Je suis un être social, un être indigné. Qu'est-ce que la démocratie participative? Prestigieuse ou précieuse? Passive ou active? Limitée ou libre? Assistée ou autonome? Entendue ou écoutée? À quoi sert-elle? Indigné, le désespoir déstabilise les démunis. Le délire et la détresse détruisent leurs indéniables droits, démolissent les indélébiles désirs. Que peuvent-ils faire? S'il vous plaît, répondez-moi sur un SDF méprisé, marginalisé, livré à lui-même. A-t-il le droit de prendre en main son destin? Merci pour votre indignation et votre question en même temps à laquelle on va naturellement répondre. On va tout de suite peut-être prendre la 2e question ici au 3e rang. Oui. Alain Loriot, je suis un militant dans une union de quartier, tout simplement, donc quelqu'un qui lui parle, la preuve. Et les exemples que j'ai, on a l'impression qu'en fait, les politiques ne laissent jamais vraiment la parole. Vous avez parlé, M. Frébault, de 80 personnes. 80 personnes sur 1 500 000, mais c'est rien, quoi. Les 80 personnes, elles sont là, et largement. Ah, il y en a beaucoup plus ce soir, ça on peut vous le dire. Il y en a beaucoup plus. On sent bien qu'il n'y a pas de réelle volonté, sur certains sujets, de faire participer les habitants. Je viens d'apprendre aujourd'hui que l'enquête publique est ouverte en ce qui concerne la 48. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Pourtant, Dieu sait si c'est aigu. Eh bien, on va demander à des habitants, pendant 1 mois, de donner un avis, d'aller dans les mairies, à lire 1 mètre de hauteur de documents pour donner un avis sur la 48. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique de faire participer les habitants. Merci, dont acte. Est-ce qu'il y a une autre question qui concerne également cette problématique-là? On pourrait la prendre. Oui, il y a... excusez-moi, avec les projecteurs, difficile de voir. Bon, donc on a en tout cas 2 questions. Alain Faure, une première question qui est une indignation, en fait, hein, et puis ensuite une 2e question qui, je pense, doit interroger l'homme des sciences politiques. Oui, moi, ce que je retiens des 2 témoignages et de la première question, c'est la question de la conquête de la dignité. La participation, c'est d'abord cet exercice, et cet exercice n'est pas réalisé. Et moi, je suis très sensible. Je trouve que c'est amusant. Les 2 témoins ont 2 façons assez opposées de concevoir la participation, et en même temps, ils se rejoignent sur la croyance que on ne trouve sa raison d'être que si on s'indigne, que si on se positionne dans le débat de société. Donc il y a un fil conducteur. Moi, la question que je continue à poser, que j'ai posée en introduction, c'est qu'une fois qu'on s'est indigné, comment se fait la cristallisation? C'est le travail de la science politique, c'est essayer de comprendre comment les idées deviennent des décisions publiques. Et comment on cristallise les bonnes solutions et à quel échelon on prend les bonnes décisions. Et ça fait du coup le lien avec la 2e intervention. Je ne suis pas sûr que
donner toujours, tout le temps, sur tous les dossiers, la parole aux habitants permet de prendre des décisions. C'est-à-dire que la question est complexe. Et moi, je me limiterai à la question de la souffrance sociale, de l'exclusion sociale. Il me semble que si l'on pose cette question uniquement à l'échelon d'un quartier ou d'une ville, on pose très mal la question. Il faut la poser à l'échelon de la grande région urbaine. Et que la question de l'accès à l'emploi, la question de la mobilité, la question du logement, ce sont des questions, pour des questions aussi graves que l'exclusion sociale, qui doivent être en permanence pensées à un échelon très large. Donc le citoyen de la grande région urbaine, pour poser ces questions, il est très difficile à trouver. Bien, avant de reprendre d'autres questions, on va tout de suite réécouter quelques témoignages vidéo. Une petite série de témoignages qui vont recouper un certain nombre d'informations qu'on a déjà données, à savoir la représentation du public, des citoyens, d'une part est faible, comme a dit le monsieur à l'instant, et d'autre part, elle est souvent l'objet de personnes d'un certain âge. Il manque de jeunes. Comment donner envie d'être un citoyen militant? C'est le sujet, l'objet de cette deuxième séquence vidéo. Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis doctorante en sciences politiques et ma première question serait de savoir, souvent on entend dire les gens qu'ils n'ont pas beaucoup envie de participer, de s'investir dans une action citoyenne. Comment faites-vous pour leur donner envie de s'investir dans les différents projets que vous menez? Bonjour, Olivier Truche, citoyen amateur en cours de professionnalisation. Alors, je participe à différents espaces comme les conseils de quartier, les conseils de développement, les forums sociaux locaux, Forum social mondial. Je suis engagé dans différents projets comme les friches culturelles, les monnaies complémentaires. Je suis dans un mouvement politique local. Participer demande du temps. Bon, là, je suis peut-être un petit peu dans le cumul, mais j'ai plutôt l'impression de décloisonner. Donc participer demande du temps, donc quelle reconnaissance pour ce temps citoyen, comment est-ce qu'on peut trouver Marie-Christine Simian, je suis membre du conseil de développement et je représente une association qui regroupe les associations d'habitants au niveau de la métropole. Et j'avais une question à vous poser. Lorsque vous avez réussi à mobiliser des citoyens pour contribuer à l'élaboration d'un projet, les informez-vous ensuite de ce qui advient de ces propositions qu'ils ont portées? En d'autres termes, quel retour sur le temps qu'ils ont investi et comment ne pas les décevoir? Je suis Suzy, je participe à plusieurs instances citoyennes sur la ville de Fontaine. Entre autres choses, je pilote un collectif d'habitants sur le quartier du Mail et ma préoccupation est de savoir comment intéresser les habitants du quartier, les faire venir lorsque l'on a des moments festifs, entre autres avec une maison de retraite pour des rencontres intergénérationnelles. Voilà, Andrea Bocco, dites-nous un petit peu comment à Turin les choses se passe-t-elle? Turin qui est une plus grande agglomération que Grenoble, on a parlé un peu de Grenoble, Turin c'est plus Lyon on va dire. Hein, bon. Est-ce que la parole citoyenne est plus libre et concerne un plus large panel de public? Bonsoir, moi je dirais que oui, mais bien sûr je ne connais pas tellement la situation ici, mais de ça que je viens d'entendre, on dirait que la question de l'intergénérationnalité des participants, ça ne pose pas à Turin. Disons plutôt que on a réussi à donner une place pour chacun. Et ça s'est passé probablement parce que on est passé, dans mon expérience au moins, une organisation de la participation sur commande, disons, quand il y a une question, on mobilise les gens sur cette question, à une approche, disons, du développement local, c'est-à-dire ce qui donne envie aux gens de participer, c'est plutôt le fait qu'on parle de leur cadre de vie, de leur quartier. Donc ça fait du sens et il n'y a pas
problème de retour sur le temps investi dès qu'on voit qu'il y a un forum, qu'il y a une place assez facilitée qui appartient aux gens du quartier et où l'on peut discuter les questions qui sont importantes, qui sont vécues comme importantes par les gens mêmes. Donc ça marche au niveau du quartier. Donc je n'ai pas de réponse pour Alain. Je crois qu'il a raison, il y a des problèmes qu'il n'est pas possible de résoudre au niveau du quartier, mais la participation, ça marche quand les questions sont relevantes pour les gens du quartier. Andrea, vous travaillez, vous, sur certains quartiers, effectivement. Ouais. Hein. Vous retravaillez sur les quartiers anciens qui ont été effectivement très usés. Hein, voilà. Et avec des populations difficiles quelquefois. Est-ce que votre présence, à vous, de votre coopérative Sumisura, dans ces quartiers-là, n'est pas une incitation formidable pour le public de travailler avec vous, de venir vers vous? Bon, je vous remercie pour le formidable, mais oui, ça c'est notre rôle, disons. On est une organisation du troisième secteur, donc notre rôle, ça serait d'être une liaison, pas une intermédiaire, mais une liaison entre le secteur public et les citoyens. Mais pendant le temps, notre rôle a évolué d'être des consultants à être des agents de levure, des agitateurs. Des agitateurs de quelque façon. Ça, ouais. Mais vous voyez, la situation à niveau des municipalités est très grave. Joe Montgomery l'a dit ce matin ici. Dans quelques mois, dans un an, je crois que les villes italiennes, elles vont avoir des grands problèmes financiers. Donc, le pays ici est la prise en charge par les citoyens mêmes de services de publique utilité. Donc, notre rôle maintenant est d'organiser ou de capaciter l'autogestion de services d'intérêt général qui les villes ne seront pas plus en gré de gérer. Et ça marche. Et vous avez commencé effectivement à travailler dans ce domaine. Ouais. D'accord, merci pour vos témoignages, on reviendra vers vous. Je vais demander à Michael Obrist, qui est à côté de vous, effectivement, qui vient de Vienne, lui, qui travaille dans le domaine, justement, de l'expression sociale dans l'espace public, si, justement, à Vienne, il observe ce que décrivaient nos personnes interrogées. Comment ça se passe à Vienne, Michael? Yeah, hello. Thank you for the invitation. I would like not to speak just about Vienne, because my practice, we are working in different cultural contexts, so that's also the advantage maybe. I think what is really important in all this question is really to get information, to create self-organization, or to take an already found self-organization out to something new, and to find long-term commitment. And I think what we have found out in all our projects, being small-scale to big-scale urban intervention, but also housing projects, we are really trying, first of all, to listen, and then to interact. Sorry, the translator. Le micro, merci. D'abord, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. La première chose que je voudrais dire, c'est que je préfère ne pas focaliser uniquement sur Vienne, parce qu'au niveau de ma pratique, au niveau du travail que nous faisons chez nous,
Nous faisons du travail dans beaucoup de domaines et par rapport à un bon nombre de cultures et par rapport à un bon nombre de contextes. Ce qui est surtout important pour moi, c'est qu'au départ, qu'on obtienne des informations. Une fois qu'on a acquis un certain nombre d'informations, il faut travailler sur l'auto-organisation, sur une organisation plus autonome pour les citoyens. Et surtout, il faut ensuite être capable de visualiser et de focaliser sur un engagement à plus long terme. Que nous travaillions par exemple sur des projets pour des ensembles de logements de petite taille ou de grande taille, l'important est d'abord d'écouter, de vraiment écouter avec nos deux oreilles avant d'avancer, afin d'ensuite prendre des actions. I think, speaking of Vienna, there is a bureaucratic already establishment of participative processes, but sometimes they just create a neutral ground with no specific deals where nobody feels committed. Alors, si je prends l'exemple de Vienne, effectivement, à l'heure actuelle, il existe déjà un certain nombre de process de participation bureaucratique, on va dire, pour les citoyens, mais justement, cela ressemble beaucoup trop à ce qui a pu exister par le passé. Donc, souvent, ce n'est pas ce genre d'organisation qui permet de voir jaillir ou qui permet de voir arriver de nouvelles approches. C'est quelque chose qui reste quand même très plat. Because if you speak about young people, old people, everybody has different needs for space, for commitments. Young people have no long-term vision for that, what they want to do. They want a fast reaction. Within them, they want to have a reward very fast, whereas older people have really another perception of that, what processes are about. So I think you have to really deal with all these different spheres and create for all of them a possibility to enter with their own specific skills. I think young people have a very, very clear idea of what they want. It's just that normally you don't take that skill out and you put it into your own process. Par exemple, si on regarde les besoins des anciens et des besoins des personnes plus jeunes, les jeunes et les anciens ont des besoins très, très différents. Ils ont des besoins et des envies très différents si on focalise sur l'espace, si on focalise sur leurs besoins. Les jeunes réfléchissent très rapidement, vont très très vite en besogne, savent par exemple exactement ce qu'ils veulent pour le court terme, alors que les personnes plus âgées ont une vision à plus long terme, ont une autre perception, ont une meilleure compréhension peut-être des process qui doivent être mis en place. L'important dans le rôle que l'on a, nous, est de faire quelque chose de créatif, de créer pour tout le monde. Il faut que nous soyons en mesure de mettre en place des espaces spécifiques qui tiennent compte des compétences, des contributions que chacun pourra par la suite apporter. Michael, justement, est-ce que dans votre travail, dans votre action, puisque vous travaillez pour toutes les populations, est-ce que vous avez des retours aussi bien de populations jeunes que de populations plus âgées ? Puisque finalement, ce qu'on reprochait au système participatif, c'est de ne concerner que des gens plutôt âgés. I can make very specific example, if I can. We had two long-term projects. One was a big project in Cologne, where we made a kind of a learning landscape, where there were involved 12 institutions, people from the neighborhood, local actors, and the youth. And the other was a project we did in South Italy, in the suburbs, in the outer region of Napoli. And as you understand, a very difficult context. But we were able to create a project which was established in 2005 with the help of local people from the site, which were all quite old, from 60 to 87, or very young, from 16 to 25, which collaborated with us on the project. And it's a project where we were able to create that kind of commitment that is still running, and it still operates. So there was a short-time reward for the young because it was an adventure, but it was a long-term kind of process which still continues and works, and that's more for those who understand the logics of time.
Oui, effectivement, je peux vous donner 2 exemples très spécifiques. Par exemple, nous avons mis en place un projet à long terme. C'est un projet que nous avons mis en place à Cologne et nous l'avons intitulé « Le paysage apprenant » ou « Le paysage pour apprendre ». Et dans ce projet-là, nous avons travaillé avec une 12aine d'organisations et d'institutions qui comprenaient énormément de personnes, des jeunes des quartiers. Ensuite, nous avons un 2e projet, par exemple, dans l'Italie du Sud, à Napoli, que nous avons mis en place. Ça, c'est un projet qui a démarré en 2005. Et pour ce projet, on a surtout travaillé avec les habitants locaux, âgés d'une part, par exemple, de 60 à 87 ans, ça c'est pour les plus anciens, ou avec des personnes très jeunes, de 16 à 25 ans. Et ces 2 générations ont su travailler ensemble de façon très, très réussie. Et ensuite, nous pouvons dire que ce projet a marché. D'ailleurs, c'est un projet qui est encore en route. Et ce projet a marché parce que d'un côté, pour les jeunes, à court terme, il s'est agi d'une aventure. Les jeunes ont eu l'occasion de s'investir dans ce projet. Mais pour les personnes plus âgées, le projet a marché aussi parce que c'était un process qu'eux pouvaient comprendre, puisqu'en tant qu'anciens, ils comprennent l'importance du temps. I just have to add something. I think what is really important is to create methods, but also new tools. And I think that is our role as experts of space, with all the expertise we have learned. It's one side is listening, but we have also to add something. And I think a very good example for that, what a tool could be, was already done in the 60s. The American philosopher, poet, engineer, architect Buckminster Fuller once wrote that the inhabitants of islands have a very clear conception of that, what their resources is, how the system works. And he made this kind of prophecy that if the inhabitants of the earth would be able to understand that the earth is an island, it would happen the same. So Stuart Brand, as a young man at the time, has produced little stickers. And he found out that the NASA went up with the program and made a picture of the Earth. And so he made little stickers where there was written, "Why haven't we seen a picture of the whole Earth yet?" And he sent it all to all the institutions, to scientists, etc., to publish the image of the Earth, because he was thinking that it will have a groundbreaking transformation. And that's what he... Yeah, and it had. And the nice thing is that he parallelly worked on his catalog, the whole Earth catalog, where the whole idea was to bring the whole knowledge of that what one single man can do to improve his life, and to send it all together, to put all this information together and make a thicker and thicker compendium, the whole Earth catalog. Everything I have to know to be able to live good on Earth is written in that catalog. And I think that's really what tools should be about. Alors l'important à mon avis, et ça c'est véritablement notre rôle en tant qu'experts, c'est d'abord de créer des méthodes et ensuite également de créer de nouveaux outils. Non seulement nous devons écouter, comme je l'ai dit, mais également nous devons savoir apporter une valeur ajoutée. Pendant les années 60, par exemple, il y a eu cette personne, Buckminster Fuller, un Américain, qui a dit la raison pour laquelle les gens qui habitent sur les îles ont tout compris, c'est que les gens qui habitent sur des îles ont une perception très très claire des ressources qui leur sont disponibles. Et cette personne a dit, comme l'a dit également une autre personne plus jeune plus tard, M. Stuart Grant, mais la Terre est une île. Il faudrait absolument que tout le monde comprenne que la Terre est une île. Et ce même monsieur Stuart Grant a créé un système d'autocollants et sur ces autocollants, il a apposé une photo de la Terre. Ensuite, il a envoyé cette image, ces autocollants, à tout un ensemble d'institutions en leur demandant de publier, de faire de la publicité pour cette image de la Terre en tant qu'île. Et son objectif était quelque part de faire changer le monde, de faire changer la perception qu'avaient les gens de leur monde et de montrer que oui, un homme, une personne ou un homme et une femme peut changer le monde. Et donc, par la suite, il a su produire en quelque sorte tout un catalogue de comment faire, tout ce qu'on doit faire afin de bien vivre sur la Terre pour que la Terre puisse durer. Bien, merci Michael. Andrea, je vous ai vu acquiescer quand Michael parlait. Vous êtes d'accord tout à fait avec cette vision des choses? Oui, bien sûr, les personnes qui ont été
citées par Michael ouais. sont des références Bien sûr. mondiales. Hein. Mais j'ajouterais qu'une question qu'il a posée sur le temps est très, très importante. Quand il a dit qu'il s'agissait d'un processus très long parce qu'il a travaillé sur ces quartiers, je ne sais pas, dès 2005, ça m'a fait penser que nous avons travaillé sur un certain quartier de Turin dès 1994. Donc, il s'agit maintenant de 17 ans. Les processus sont très longs et il est très bien quand il n'y a rien à décider. Comment donner envie aux gens de participer? Je retourne sur ce point. Je comprends qu'il y a des hot issues, des thèmes qui sont très chauds et les gens ont envie de participer, de réagir, de poser leurs points. Surtout quand les thèmes concernent l'injustice, notamment. Bien sûr, la sécurité. Bien sûr. Ou des autres questions qui dérangent, comme la décision de localiser quelque chose des jeunes. Mais mon point est aussi qu'il est plus facile de construire une participation, un engagement durable quand il n'y a rien à décider à l'instant. Les gens qui participent dans ces cas prennent dans leurs mains le destin du quartier où ils vivent et il n'y a pas de conflit pour commencer sur la distribution des ressources. Parce qu'on reste dans la théorie. Voilà. Non, pas la théorie, mais on est très pratique, mais pour l'instant, on n'a pas des intérêts. Ça n'a pas d'incidence. Oui. Voilà. Et ça aide à construire une confiance, à construire une place de confrontation pacifique, de reconnaissement des acteurs en jeu. Et ça construit enfin un bon terrain parce que la participation se développe. Merci. Vous avez la parole maintenant dans la salle avec nos invités et aussi tout simplement pour dire ce que vous avez à dire sur ces questions de participation. Pourquoi, comment donner envie de participer. Voilà, je ne sais pas, voilà, il y a plusieurs mains qui se sont levées vers le bas notamment. Voilà, si on peut apporter, mademoiselle, un micro à monsieur qui est là au 6e rang. Voilà, puis monsieur aussi au 1er rang ensuite. Voilà, bon, bah alors, ça vient. Il y a d'abord un intermédiaire entre... Allez-y, monsieur. Ça marche là? Oui, ça marche. Bonsoir. Il me semble que si on veut poser la question d'amener des gens à participer, il faudrait peut-être se poser la question du pouvoir que l'on est prêt à accorder à ces gens-là, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la difficulté de s'engager dans quelque chose, elle correspond aussi au sentiment de ne pas avoir de pouvoir. Et sans doute, le succès du mouvement des indignés, à mon avis, correspond au fait que dans ce type de mouvement, on a le sentiment, au moins, de retrouver un pouvoir et de gagner un pouvoir. Donc il me semble que les politiques au niveau local devraient se poser la question de savoir jusqu'à quel point ils sont prêts à partager du pouvoir et comment les citoyens peuvent avoir du pouvoir, parce que je pense qu'ils ne participeront qu'à la hauteur du pouvoir qu'on leur donne. D'accord, on va prendre la deuxième question. Monsieur, un petit peu en avant. On revient avec cette intervention de votre part à la première interrogation. Hein. Faut-il effectivement marquer sa différence en s'opposant ou... monsieur, tendez la main parce que la demoiselle ne vous voit pas. Voilà, il est là. Merci.
Ou faut-il effectivement essayer d'être entendu d'une manière un peu plus douce? Voilà. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir à tout le monde. Je voulais simplement poser la question, quel est, parce que j'avais noté, quel est le but de ce débat? Nous dire comment vous voyez la participation, comment le citoyen la voit, ou comment voyons-nous ensemble notre participation citoyenne? Si c'est la troisième question, alors pourquoi n'y a-t-il pas de personnalité citoyenne représentant notre agglomération sur les bancs de vos fauteuils? Voilà. Bien, alors je vais en partie répondre à la dernière partie de votre question. Pourquoi n'y a-t-il pas là? Parce que, comme je vous l'ai dit, en ouvrant cette réunion, nous ne souhaitions pas faire un débat entre Grenoblois. Nous souhaitions faire simplement un débat avec des personnalités qui viennent de différents pays, qui ont des choses à nous dire. Mais ça ne veut pas dire que dans la salle, il n'y a pas des élus. Et je pense que s'ils souhaitent prendre la parole, ils pourront le faire tout à l'heure. Voilà. Monsieur avait demandé la parole aussi au premier rang. Oui, moi je suis un citoyen grenoblois, hein, je parle en mon nom propre. Ça rejoint l'intervention, pas l'intervention juste avant moi, mais la précédente. Et je crois qu'effectivement, il y a un problème dans nos pays, dans nos démocraties modernes. C'est la question de la confiance vis-à-vis des politiques et des partis politiques. Et je crois que s'il y a finalement dans le monde entier un phénomène des indignés, ça prouve bien que il n'y a pas qu'un problème spécifique à Grenoble, et Dieu sait s'il y en a un particulier à Grenoble. Donc on a envie effectivement aujourd'hui qu'on ouvre les fenêtres, qu'il y ait une nouvelle classe politique, enfin qui ne serait pas forcément une classe, mais qui serait des gens nouveaux. Et effectivement, quand on entend parler l'indigné espagnol et puis les interrogations de la dame là, sur pourquoi on n'amène pas les jeunes, on voit le décalage qu'il peut y avoir. Il ne faut pas vouloir à tout prix emmener les jeunes dans des prisons, mais il faut les écouter, il faut leur donner les pouvoirs, il faut ouvrir les fenêtres, il faut renouveler les politiques aux femmes, aux jeunes et aux nouveaux Français. C'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, je trouve gênant, moi aussi, qu'il n'y ait pas un indigné de Grenoble. Ce n'était pas forcément faire un débat Grenoblo. Il y en a à Grenoble, bien sûr. Ils sont une trentaine, ils se sont manifestés ils ont d'ailleurs des choses vendredi. à dire, Oui. et c'est dommage qu'il n'y en ait pas un ce soir, ici, à la tribune. Bien, mais peut-être qu'il y en a dans la salle. Hein, vous savez, la tribune n'est pas toute la salle. Hein, la salle, effectivement, est là aussi pour s'indigner, pour parler et pour être force de proposition. Il y a une personne qui veut parler de l'autre côté, mademoiselle, de l'autre côté, à l'opposé, devant vous. Ah voilà, elle descend. Oui, bonsoir. Allez-y. Ouais, donc pour rester dans cette thématique-là, je voudrais savoir si, face à l'opacité des prises de décision, le référendum populaire n'est-il pas une solution responsable? Et là, je ne vais pas parler de la Grèce, mais d'un problème local qui se passe sur le campus. Le bâtiment Ève, l'espace vie étudiante, est actuellement... Oui, il y a un nouveau projet de la part des présidents d'université qui est en train d'être mis en place pour rejeter la gestion de ce bâtiment-là par les étudiants. Parce que pour rappeler aux personnes présentes dans la salle que Ève, l'espace vie étudiante, est un bâtiment qui existe depuis 7 ans, qui est composé à la fois d'un café associatif, d'un lieu de ressources, d'information et d'échanges associatif pour les associations étudiantes et aussi un lieu de rencontre pour les étudiants, géré par et pour les étudiants. Or, les présidents d'université, qui font ça un peu dans leur coin, ne nous prennent pas du tout à part, ou ne serait-ce que notre avis, nos positions, sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer le fonctionnement de Ève. Et donc, face à cette opacité dans cette prise de décision, quels seraient les meilleurs moyens pour à la fois donner la parole à ceux à qui on ne la demande jamais, et quelles actions entreprendre dans un but démocratique et citoyen. Merci. Merci. Comme on le voit, effectivement, la participation citoyenne se décline à tous les niveaux, y compris à l'université, y compris effectivement sur le campus. Mademoiselle, s'il vous plaît, monsieur là, au deuxième rang, qui souhaiterait intervenir. Voilà, et ensuite on va demander à Alain Faure de nous résumer un tout petit peu ces différents questionnements et à Jean Frébault aussi. Voilà.
Allez-y. Allez-y. Là, il y a ici, monsieur, là, à droite. Il avait demandé la parole avant moi. Bien. Il y a une crise, paraît-il. Il y a des pays qui sont touchés en Europe. Les États-Unis sont touchés. Elle est internationale, elle est financière, et aussi éthique, et aussi de démocratie représentative. Et on continue à parler de développement comme si rien n'était. On continue à consommer, à produire comme avant, comme si de rien n'était, alors qu'il faut un changement radical à la hauteur de la situation. Est-ce que les urbanistes qui ont été toujours à l'avant-garde, est-ce que les urbanistes qui ont une grande culture générale et qui savent qu'il faut construire autrement, vivre autrement, produire et consommer autrement, tiennent compte de ce paramètre pour ne plus justement développer les villes et plutôt développer les villages, développer la campagne qui est en crise aussi, qui se vide. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de donner le mauvais exemple aux pays émergents ailleurs qui continuent à imiter justement l'Europe qu'on a connue et les États-Unis qu'on a connus de l'époque de Hollywood? Merci. Merci. Vous posez une autre question là, à laquelle il sera répondu effectivement, à savoir à quelle mamelle se nourrissent les urbanistes. Les urbanistes, quand ils nous proposent effectivement des choix, en fonction de quoi nous proposent-ils ces choix? On essaiera d'y répondre. Monsieur, allez-y. Et puis ensuite, on aura quelques réponses sur le plateau. Oui, excusez-moi. Je suis membre de l'INTA. Dans la mesure où l'on admet que le développement de la ville n'est pas neutre et que dans le développement de la ville s'expriment des enjeux sociaux, culturels, politiques, économiques. Si l'on veut qu'il y ait une véritable démocratie, n'y a-t-il pas nécessaire au préalable que l'on se dise que le développement de la ville répond à des choix de société et qu'il faut qu'à partir de là, le politique fasse les choix et qu'à partir de ces choix, le politique puisse dire aux habitants voilà ce qui va être négociable, voilà ce qui ne va pas être négociable. Voilà. Parce que, je veux dire, je crois que ça clarifierait les choses, et ça placerait le débat au niveau où il est, c'est-à-dire, et je crois que ça serait une bonne façon de dépasser la contradiction entre démocratie directe et participative et la démocratie représentative. Merci beaucoup. On reviendra à la salle tout à l'heure, sauf s'il y a encore sur ce thème-là une intervention. Oui, j'en vois là-haut une main qui se lève. Le temps qu'on vienne jusqu'à vous. Il y a beaucoup de mains, oui, mais allez-y, montez. Sur votre gauche. Voilà, puis on y reviendra. On a encore des questions, rassurez-vous. On n'a pas fini notre discussion, notre débat ce soir. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Moi, je voulais juste faire une réaction sur ce qu'a dit Andrea Bucco, je crois. Oui, Bucco, oui. Sur le fait, il y a quelque chose qui m'a choqué dans son intervention, c'est sur le fait que les citoyens auto-organisés vont être les personnes qui vont régler le problème des services publics que les villes ne peuvent plus payer. C'est-à-dire, c'est une vision tout à fait néolibérale de l'auto-organisation, qui est promue d'ailleurs par la Banque mondiale ou d'autres organismes, où finalement on va faire de l'auto-organisation, parfois de l'empowerment, pour que les citoyens gèrent des services publics qui ont été démantelés. Et au passage, il y a un certain nombre de grands groupes qui subventionnent la soirée de ce soir, comme Eiffage, GDF Suez, qui sont derrière l'utilisation. Ils ne sont pas concernés par la soirée. Excusez-moi, tous les jours, dans le terrain, cherchent à privatiser un certain nombre de services urbains. On a l'exemple, par exemple, de la compagnie de chauffage, bien connue dans l'agglomération de Grenoble. Et donc, j'aimerais que Andrea Bucco reprécise si l'auto-organisation des habitants est effectivement pour finalement suppléer le déclin des services publics ou si c'est pour défendre nos services publics. Merci. D'accord. Andrea Bucco va vous répondre. Je voulais simplement, pour être très clair, dire que la soirée de ce soir est organisée par la métro, un point, c'est tout. Le congrès INTA, effectivement, lui, a des partenaires. Andrea, on vous accuse un tout petit peu, effectivement, de vouloir faire le lit d'une espèce d'autogestion. Hein, voilà. C'est pas au peuple, finalement, de gérer les services.
Mais c'est au peuple, il me semble que vous avez dit ça, de faire des propositions. Oui, pas seulement des propositions. Dans notre cas, il s'agit effectivement de prendre en charge des services d'utilité publique, c'est-à-dire pas la santé, pas les transports publics, bien sûr, mais des services à l'échelle locale. Je vous fais un exemple. Dans le quartier de San Salvario à Turin, on a créé une agence de développement local qui a été financée par la ville au début. Maintenant, la contribution de la ville est très petite, pas parce qu'on n'a pas de soutien, disons, moral, mais bien sûr parce qu'on n'a pas des ressources au niveau municipal. Donc, comment fait-on à continuer à donner au quartier, aux citoyens du quartier, des services complètement gratuits d'accompagnement social pour les femmes, les immigrés, les gens qui ont envie de créer leur propre activité économique, qui ont des problèmes de logement, etc. Ou seulement lui donner un espace pour faire de la gymnastique, des fêtes ou de la musique. Bon, on a un bar et on vend la bière. Et avec ça, on est capable de payer des services d'utilité publique. Donc, rassurez-vous, on n'est pas là pour ouvrir la route à la libéralisation incontrôlée des services publics. C'est plutôt le contraire. On a compris que soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue pragmatique, les citoyens maintenant doivent être responsables. Je ne parle pas de pouvoir, mais de responsabilité. D'accord, merci Andrea. Jean Frébault, vous souhaitiez intervenir à ce moment du débat. Ensuite, on va demander à Alain Faure de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans la salle. Et puis, on abordera, oui, John aussi, d'accord. Et puis, non, Jean Frébault et John. Oui. Non, je voulais juste réagir à un certain nombre de questions qui ont soulevé le problème de l'attente de plus grande participation des habitants, qui n'est pas toujours satisfaite par, disons, les pouvoirs publics aujourd'hui à toutes les échelles, hein, puisqu'on est dans une période très déstabilisée actuellement. Alors, moi, ce que je voudrais dire, moi, je suis dans une agglomération où il se passe quand même des choses, comme à Grenoble, mais il faut certainement essayer d'aller plus loin et d'améliorer tout ce qui se fait. Moi, je pense que c'est bien de revendiquer que le pouvoir politique donne plus la parole aux gens, mais c'est bien aussi de dire, n'attendons pas qu'on nous la donne pour prendre la parole, hein. Donc, je pense qu'il faut mobiliser toute une série d'initiatives locales venant de la base, qui peuvent être très diverses parce que les attentes de participation sont très variables selon les gens. Parler de participation générale, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a certains qui veulent travailler sur les projets d'urbanisme, il y en a d'autres sur les grandes questions de société, etc. Alors moi, j'ai une proposition à faire qui est de dire, est-ce que dans les métropoles intermédiaires, là, puisque c'est le sujet de l'INTA, il n'y aurait pas à travailler un peu sur la mise en réseau de tous les acteurs qui travaillent sur ce champ-là, hein. Bon, les conseils de développement, puisqu'on a quelques-uns à les représenter ici, sont plutôt sur le registre de la construction collective, et je pense que c'est très utile. Il faut s'écouter les uns les autres et faire des propositions qui peuvent avoir un certain impact, hein. Maurice Charrier, qui est intervenu tout à l'heure, on a pas mal travaillé à Lyon sur la politique de la ville, et on a fait des propositions qui ont été prises en compte dans le nouveau contrat urbain de cohésion sociale. Bon, mais il y a des tas d'autres lieux. Il y a les dispositifs de concertation mis en place par la collectivité, mais il y a aussi des associations qui sont mobilisées sur l'expression des habitants. Il y a des lieux, je pense par exemple à certains centres sociaux ou MJC qui, dans les quartiers de la politique de la ville, sont des lieux carrefour d'expression des habitants. Si tous ces acteurs
travaillaient davantage ensemble. Par exemple, à Lyon, le conseil de développement essaye de travailler davantage avec les conseils de quartier pour démultiplier précisément l'expression des habitants et les initiatives. Donc je suggère qu'on travaille un petit peu sur cette idée de mise en réseau qui est loin d'être engagée vraiment dans la société française. D'accord, j'ai vu que John Aguirre souhaitait intervenir effectivement sur ces questions de prise de pouvoir, hein, mais naturellement en tant qu'indigné, il en sait quelque chose. John. Bueno, yo quisiera hablar un poco, porque me parece interesante, un poco en relación a lo que ha dicho Andrea y a lo que ha preguntado el chico de allí, sobre la capacidad de autogestión de los ciudadanos y cómo ante este escenario de crisis tenemos que actuar los ciudadanos para seguir manteniendo un poco nuestra calidad de vida, ¿no? En ese sentido, creo que es importante y me parece muy interesante lo que ha comentado Andrea, y creo que yo lo llego a entender porque los italianos y los españoles lamentablemente en estos momentos compartimos una situación social, política y económica bastante similar, a diferencia de la que podéis compartir los franceses, que cuando me preguntaban por qué no hay tanta gente indignada en Francia, igual es que viven demasiado bien todavía. Entonces, bueno, pues simplemente creo que cada vez se va a instalar más una lógica de la autogestión frente a esa incapacidad de las administraciones públicas de garantizar servicios públicos de calidad, porque tienen que derivar todo su dinero a una deuda absurda e inflada por los mercados financieros y en concreto por el artículo 123 del Tratado de Lisboa, que obliga a los estados a financiar su deuda a través de entidades privadas, lo cual genera todo ese juego de intereses. Pero bueno, marcado eso, yo como persona que reside en Madrid, como parte de Democracia Real Ya y como persona que también a través del urbanismo está impulsando nuevos modelos de participación en la ciudadanía, puedo decir que hay maneras de, por una parte, desde agentes externos a la administración. Sí. Reprenez votre souffle. Je crois que je vais en oublier un peu. Hein. Et, donc, ce que disait Andrea et une personne qui était présente, enfin qui a parlé dans la salle aussi, il est important la capacité d'autogestion des citoyens dans le contexte de la crise actuelle pour pouvoir maintenir un certain niveau de vie. Il est important, les Espagnols sont d'accord là-dessus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'indignés en Espagne qu'il peut y en avoir en France. Et, donc vous disiez ici encore, il n'y en a pas encore. Donc il est nécessaire d'avoir une logique d'autogestion avec des services publics. Bon, il a parlé du traité de Lisbonne et du financement de la dette qui est donc géré par le privé. Et il est donc nécessaire de développer des nouveaux modèles de participation. Sí, como decía, a través no solo como mi actividad como activista, sino también en los proyectos que estamos impulsando, vemos cómo a través de agentes externos a la administración es muy fácil establecer cauces y dotar a los ciudadanos de nuevas herramientas para participar y autogestionarse. Un poco en la línea que decía antes el otro compañero, en el sentido de que también es importante generar para la ciudadanía nuevas herramientas que capaciten esa participación ciudadana y también capaciten esa autogestión como base de un futuro mejoramiento de las condiciones de bienestar ante el escenario de crisis. Todo esto aceptando que, claro, la crisis pues la vamos a pagar nosotros, los ciudadanos. Bon, en tant qu'activiste, il est nécessaire donc de pouvoir trouver des agents extérieurs et de doter les citoyens de nouveaux moyens pour pouvoir s'autogérer. Il est nécessaire de créer des nouveaux outils de participation et d'autogestion
afin d'améliorer les conditions de vie et qui sont qu'on connaît actuellement dans la crise et que de toute façon, c'est nous qui allons payer la facture. Bien, merci. Troisième bloc de questions enregistrées où il va être justement question de la prise en compte par le pouvoir, par les élus, par la gouvernance, de la parole des citoyens. Écoutez plutôt ces interventions. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, je suis président d'un conseil de concertation à Hébin, une commune de l'agglomération grenobloise. Je voudrais savoir à quel niveau de construction d'un projet, vous estimez que l'intervention des citoyens est la plus pertinente, d'une part. D'autre part, les citoyens doivent-ils participer jusqu'au moment de la décision finale? Jean Vanois, militant du conseil de développement de la métro Grand Grenoble, représentant la CFDT. Comment voyez-vous la place de la société civile organisée au sein de la gouvernance des grandes agglomérations et des grandes métropoles? Et comment voyez-vous la meilleure interactivité possible entre les décideurs politiques d'une part et les acteurs économiques, sociaux et associatifs d'autre part? Marie-Christine Simian, je suis membre du conseil de développement et j'y représente l'association l'AGLO, les associations d'habitants du Grand Grenoble, donc regroupées au niveau d'une métropole. Et du quartier, une question que je voulais vous poser, du quartier à la métropole, comment, dans les actions que vous avez menées, s'articulent les initiatives participatives des citoyens avec celles mises en œuvre par les élus et les services? Merci d'y répondre. Bonjour, Maurice Ozil, président de l'association l'AGLO. Comment co-construire un projet long avec des institutions en gardant la trace des propositions de la société civile depuis l'origine du projet? Je suis Suzy, je participe à d'autres instances municipales et je voudrais être sûre que la parole des habitants soit prise en compte bien en amont de la décision finale. Bien, Jost Böderman, vous n'êtes pas encore intervenu, effectivement, vous avez écouté ces différents témoignages. Comment, chez vous, à Londres, la parole du citoyen est prise en compte? Vous êtes un spécialiste des problèmes de transformation urbaine, justement. Vous devez être en relation, forcément, avec les citoyens. Great. A couple of points, also picking up on the discussion we just had, and they're all interlinked, and I will get back to the questions you just asked me. Alors, si je peux me le permettre, juste quelques points que je voudrais aborder qui sont liés à la discussion qu'on vient d'avoir, et ensuite je reviendrai vers votre question. Speaking from the British situation and the crisis that we're in Britain, which is both political but certainly deeply economic, social and environmental, I'd be worried about two things in this debate. One, if the debate is only about participation in democracy, so if we have a political theory debate as opposed to a debate about participation in the wider economy. Secondly, if we start pre-assuming that talking about self-management, self-provision on the part of citizens in public services, public utilities, is always neoliberal, we're making a big, big mistake. Because certainly from the British standpoint, it may be different here, but I doubt it. I would say that unless we talk about citizen self-management, participation in social enterprise, in hybrid civic markets, we end up either with a failed state model or with relentless privatization and a very uncivil economy. So we have to talk about a third way. Alors, si je parle en prenant en compte le point de vue britannique à l'heure actuelle, où effectivement nous avons une crise qui est politique, une crise qui est sociale, une crise de l'environnement, également une crise économique, il y a deux points que je voudrais mettre en exergue. Premièrement, si lorsqu'on parle de participation dans la démocratie, si le débat est
est un débat théorique où on se pose simplement la question à comment faire en sorte que les citoyens puissent participer à la démocratie, je trouve que c'est quelque chose qui est inquiétant si on ne s'en tient qu'à la théorie. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, si on commence à parler de l'autogestion, de la participation afin de mettre en place des services dans la ville, afin que tous ces services soient gérés par les citoyens, ça aussi, que je trouve que c'est dangereux, parce qu'à partir du moment où on imagine ce genre de système, c'est forcément un système néolibéral. Et à mon sens, ce n'est pas le bon système. Si nous adoptons ce genre de système, on va forcément tout droit vers un État qui échoue, un État qui sera défini par l'échec. Et à ce moment-là, on va vers un État également où il y aura de la privatisation à tout va. Donc, pour moi, c'est la troisième voie qu'il faut privilégier. And I'll explain a little bit what I mean. In response to the question, I find it quite absurd to hear a question about until which stage or from which stage should citizens participate in a project. We should be thinking about projects where citizens not only participate in the process but also in the very product, in the self-management of, for example, supermarkets, in the self-provision, for example, of electricity, renewables, where the state and utilities are failing to provide us with the models that we need. So we need to talk about participation all the way through in governance, all the way through in coming up with cooperative and collaborative economic models. We cannot just talk about short projects and short processes where the citizen is boxed in a little bit in the beginning, a little bit of participation towards the end. That's the wrong discussion to have. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire plus tard, mais réellement, je voudrais simplement insister pour l'instant sur le fait que je trouve ça vraiment absurde d'entendre les questions, mais c'est jusqu'à quel point que les citoyens peuvent participer dans des projets, ou au contraire, c'est à partir de quel moment que le citoyen peut jouer un rôle dans un projet. Personnellement, pour moi, le citoyen doit pouvoir participer véritablement de A à Z. Lorsqu'il s'agit d'un projet pour un supermarché, par exemple, de l'autogestion d'un supermarché, il faut que le citoyen soit impliqué dès le début. La même chose s'il s'agit de l'électricité, comment sourcer, comment fournir de l'électricité de A à Z, le citoyen doit être impliqué à 100% dans le projet. Il ne s'agit pas de dire, ben voilà, nous allons mettre en place des projets où à très court terme ou à certains moments dans le projet, le citoyen participe. Absolument pas. I'll give a couple of examples of what I mean. This is fundamentally about citizens doing together and creating livelihoods. And not about talking about creating livelihoods. This is also, and I recognize that, a moment of incredible risk, but also of opportunity, because unless we get this model right, I think Western societies, and certainly Britain, are at risk of radical erosion of quality of life. A couple of examples. In Britain, an innovation foundation organized a process where they said, we all know that the state, certainly at central government level, doesn't have the answers to radically cutting carbon emissions. But perhaps citizens and organizations and social enterprises out there do have ideas that can be implemented quickly, that don't depend on policy, that don't depend on strategy, that don't depend on massive investment. So they organized what was called a Social Challenge Prize, where they said, very open call to anyone out there in the country, the challenge is radically cutting carbon emissions. How would you go about it? And then they supported these different projects to move to the next stage, become more sophisticated, get more people involved, and therefore develop better ideas. Within 2 years, they started with 300 organizations. They got down to a series of finalists who they gave ever more intensive support. Within 2 years, some of the best ones had cut carbon in their local village with up to 40% within 2 years. That's something that no government is able to achieve. And where the private sector ain't going to give us the answers either. And they did it through all sorts of innovative ways. Peer-to-peer, neighbors giving each other energy advice about just the behavior changes you can make. Local projects for new energy. Small projects, but with massive results. That's the kind of radical incrementalism we need. We need to experiment,
fail and learn. Je vais vous donner quelques exemples de ce que je veux dire, parce que justement, ce qui est important pour moi, c'est que les citoyens se réunissent pour faire des choses ensemble et non pas uniquement pour parler de ce qui pourrait être fait ensemble. Je pense que si nous n'arrivons pas à mettre en branle ce genre d'approche, toute notre société occidentale prend des risques. Par exemple, ce que nous verrons par la suite, si nous ne sommes pas efficaces dans cette nouvelle approche, c'est une véritable érosion de notre qualité de vie. Je prends l'exemple du Royaume-Uni, par exemple, où il y a un processus qui est très connu, que nous connaissons tous en tant que citoyens au Royaume-Uni. Nous avons les pouvoirs de l'État, qui, par exemple, n'ont pas réponse à toutes les questions. Si on prend l'exemple des émissions de carbone, il y a des idées, mais l'État n'est pas capable à l'heure actuelle de proposer les solutions qu'il nous faut pour la planète. En revanche, il y a des personnes dans la société civile, dans des organisations, qui ont des exemples, qui ont des solutions. Et donc, il y a eu une compétition, un concours qui a été mis en place. Cela s'est appelé le Challenge social avec une récompense à la clé. Et il y a énormément de projets qui ont été créés. Et par exemple, pour faire vite, en moins de 2 ans, au départ, nous avions eu plus de 300 organisations qui se sont présentées avec des projets. On a réussi à diminuer le nombre de projets, à peaufiner les projets que l'on avait. Et en moins de 2 ans, on avait un certain nombre de projets qui avaient été mis en place littéralement dans des villages. Et dans certains villages, ils ont réussi, par exemple, à réduire les émissions de carbone de plus de 40%, chose que les institutions, les gouvernements locaux n'avaient jamais réussi à faire. Et les gens, ils ont fait comment? Mais simplement en utilisant des méthodes innovatrices, simplement en travaillant ensemble entre voisins, où certains voisins donnaient de l'électricité ou de l'énergie à d'autres. Donc il s'agit de projets qui sont mis en place sur le plan local. Effectivement, c'est une approche qui est extrêmement radicale, mais c'est une approche qui marche et c'est le genre d'approche incrémentale qu'il faudrait mettre en place. Jost, très rapidement, parce qu'il faut encore donner la parole à la salle. Allez-y. And this is not an anti-state story either. I think the important thing that we learned in our research is that the state has a role, but the state needs to rethink itself in becoming a platform for this multiple citizen initiative. And that requires fundamental behavior change, reorganization, which many people who work for the state already do. People are already engaged in being the link between citizens, not focusing on strategy, but focusing on unlocking energy and ideas and resources from within society. And that's the behavior we need. The state needs to find pathways for citizens to be participative in a direct way, be incrementalist and be radical, not through talking but through doing. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas simplement une histoire de quelque chose qui a pu se faire au sein d'un État, une histoire vide de sens en quelque sorte. Nous avons appris à travers nos recherches, à travers nos analyses, que malgré tout, l'État véritablement au Royaume-Uni est en train d'évoluer. Petit à petit, dans certains domaines, l'État est en mesure de devenir une plateforme qui sert ensuite de tremplin pour promouvoir la participation des citoyens. Cela veut dire que l'État véritablement est capable de devenir ou de constituer des ponts pour que les citoyens puissent jouer un rôle. L'État est capable de déverrouiller la situation, d'ouvrir des portes vers des initiatives, vers un système où l'État aide les citoyens à trouver le bon chemin. Ok, merci. Rapidement, parce que malheureusement le temps nous est désormais compté, encore 2 ou 3 interventions très brèves de la salle, et ensuite on écoutera les conclusions d'Alain Faure. Voilà, si vous avez questions ou surtout interventions effectivement dans la salle, voilà, 1, 2, 3, si on peut apporter des micros ici s'il vous plaît, vers le bas de la salle, merci, et ici aussi, de ce côté-ci, voilà, vous avez une main qui s'est levée, allez-y, passez le micro, rapidement, merci. Allez-y, ici vous avez des... Oui. Allez-y, c'est bon. Oui, bonsoir. Donc Emmanuel Séraphin, je suis élu d'une ville de 100 000 habitants à La Réunion. Et ce soir, j'étais beaucoup interpellé par les questions de la salle, mais aussi par rapport aux différentes remarques, puisque la situation de l'élu dans ce contexte est quand même assez compliquée, puisque
toute la matinée ce matin, on a travaillé sur les métropoles, les villes qui deviennent de plus en plus grandes et la prise de décision sur les aménagements. Et en tant qu'élu, des décisions sont extrêmement complexes et c'est pour ça que, moi je suis issu de la démocratie participative et aujourd'hui je suis dans la démocratie représentative et le saut est quelque chose d'extrêmement important puisque on se rend compte que dans le rôle que nous on a à jouer, on doit s'appuyer absolument sur cette démocratie participative puisque je pense qu'il y a une question d'échelle. Quand on est maire d'une ville de 3500, moins de 3500 habitants, on a une relation directe avec la population. Et ça paraît très simple et on est au contact. Et quand on passe à l'échelle supérieure, et aujourd'hui dans l'État français, c'est 80 000 habitants où il y a obligation d'instituer les différents conseils de quartier. À mon avis, l'échelle est déjà trop importante puisque dans des villes de 30 000, 40 000 habitants, ces relations sont extrêmement importantes puisque en ayant, j'ai juste finir mon intervention pour pas être trop long, mais juste pour vous dire que cette relation démocratie représentative et participative est extrêmement importante, mais en même temps, elle ne doit pas se bloquer. Puisque, par exemple, la semaine dernière, j'étais en face de 200 habitants en colère qui ne souhaitaient pas avoir du stationnement payant en bas de chez eux, alors qu'eux-mêmes, ils sont d'accord avec le constat que ça ne fonctionne plus. Et que, alors après on a des discussions commerçants-habitants, et qu'il faut prendre une décision, mais en étant impacté soi-même par cette décision, on essaye de faire blocage, et du coup on arrête un processus de décision, et du coup l'élu doit prendre une décision, et c'est bien qu'il va faire des mécontents, mais c'est là aussi le jeu démocratique, puisqu'à un moment donné, il faut que la décision se prenne, parce qu'au début, on a admis que les gens ne sont pas contents, on recule et rien ne se fait. Mais je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver dans une société où justement, dans la discussion, qu'il n'y a pas d'aboutissement, qu'on puisse bloquer les décisions. Situation de blocage. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur, allez-y. Oui, tout à l'heure, on a parlé non seulement de donner la parole, mais de faire. À Détroit, donc ville américaine sinistrée, des gens se sont emparés des terrains libres dans lesquels avant il y avait des usines. Des gens n'ont pas voulu participer en disant ces jardins vont être pillés. Et stupéfaction, la délinquance a diminué. Le but n'était pas de faire diminuer la délinquance, mais le but c'était de faire de la bonne nourriture, qu'on puisse manger et qu'on ne puisse pas être considéré comme des assistés par d'autres, etc. Moi je pense qu'il y a beaucoup de villes en France et en Europe où les chers parcs ne servent à pas grand-chose, mais peuvent être mis en avant en faisant des jardins pour pouvoir manger dignement et proprement, c'est-à-dire de la nourriture sans pesticides. Merci, monsieur. Oui, je crois qu'il y avait encore une personne là qui souhaitait la parole. Merci. Allez-y. Yann Ribet, très investi dans l'action culturelle sur la ville de Grenoble. Voilà, il me semble que la culture, c'est très important dans le processus qui amènera les personnes à une citoyenneté active. Donc, de là, une culture, on le sait, si on réfléchit, une culture, on ne l'achète pas, on ne la vend pas. Et on a tendance à penser le contraire, j'ai l'impression, en tout cas les politiques ont tendance à penser le contraire, et du coup, on a tendance à confondre format artistique et culture. Une culture, voilà, c'est beaucoup plus que ça, on a tous conscience de ce que c'est la culture. Donc, comment peut-elle être accompagnée du politique? Aujourd'hui, on a tendance, la culture, c'est soit la culture populaire ou la culture institutionnelle. Mais je pense qu'il existe, entre ces deux notions, entre ces deux aspects de la culture, il existe quelque chose d'intermédiaire entre... Pardon ? Non mais continuez. Voilà, mais concluez, s'il vous plaît. Voilà. Vous disiez qu'il existe une culture intermédiaire entre la culture populaire et la culture...
Oui, rapidement, c'est que la culture, c'est très important. La culture, c'est ce qui est le plus important dans la construction d'une personne et que je pense qu'il manque une pensée politique de la culture au sein des politiques culturelles. Voilà, simplement. Merci pour votre intervention. Nous aurions souhaité aller plus avant dans cette discussion, dans ce débat, mais notamment tous les congressistes de l'INTA ont encore un programme à la suite de celui-ci. Donc malheureusement, si j'ose dire, Alain, il faut maintenant tirer les conclusions de cette discussion, de ces échanges entre vous, les spécialistes, et puis les citoyens que nous sommes. Oui, bon, pas de conclusion. Vous l'avez vu, hein, le débat était extrêmement dur à appréhender parce qu'on est parti à peu près dans toutes les directions. Aujourd'hui, le colloque ronronnait un peu, il était pas mal technique entre spécialistes. Ce soir, je trouve que c'était plus ouvert. Il y a des débats qui sont venus sur la table, comme la bureaucratie, le pouvoir, l'autonomie, le libéralisme. Il y a un petit souffle libertaire même qui est passé. Après, il y a eu un petit appel à l'État. Quelqu'un a dit, c'est amusant, la société bloquée. Ça m'a rappelé tous les travaux qu'on a fait en France sur la société bloquée des années 70. La société est peut-être bloquée en ce moment. Il y a peut-être une réflexion à ouvrir là-dessus. Alors, il y a quelques belles formules moi, que j'ai captées, à défaut de faire une conclusion. Il faut ouvrir les fenêtres, dépasser les bornes, il faut prendre en main son destin. La Terre est une île. Le pompon, la plus belle phrase, c'est « Nous sommes des agents de levure ». Je ne crois pas que c'était un lapsus, mais il me semble que c'est une très belle formule de notre ami turinois. « Nous sommes des agents de levure ». Alors, moi, ce que je vous propose comme conclusion, c'est de faire quelques petits constats, des flashs sur les idées qui reviennent, qui ont peut-être marqué les débats de ce soir, qui mériteraient un colloque entier. La première, c'est l'idée de la flamme collective. Pour participer, on participe parce qu'on a une flamme, parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a une envie, parce qu'il y a une croyance. Donc la participation, ce n'est pas une histoire de technique. C'est intéressant d'avoir ça en tête par rapport au colloque de l'INTA, qui n'est pas que dans la technique bien sûr, mais qui a une pensée ingénieurale de ce qu'il faut faire pour faire du développement urbain. Là, ce que nous disent beaucoup des intervenants, des témoins et de la salle, c'est attention, la participation, c'est de l'émotion pour reconquérir souvent une dignité qui est en train de s'effriter. La deuxième idée forte que je retiendrai, moi, c'est la fracture politique. Le diagnostic, alors aussi bien chez certains témoins que dans la salle, est puissant. Il y a une crise de confiance politique et la politique est jugée très sévèrement. Toute la politique, tous les échelons, tous les niveaux, les élus, les administrations. Il y a une crise de confiance sur sa capacité à traiter bien les problèmes, à entendre les citoyens. On a parlé des œillères des élus, on a parlé même de l'ignorance de ce qui se fait réellement sur le terrain. J'ai bien aimé la formule vous êtes des sans-oreilles. Alors ce n'était pas aux élus qu'on disait ça, mais à un conseil de développement, mais ils ne sont pas loin. Donc il y a une crise politique, une crise de confiance, sans doute justifiée pour partie, mais il faut creuser cette idée du rapport à la politique qui ne peut plus prendre des responsabilités parce que ça pose des problèmes un peu insolubles sur les grands choix à prendre. Le troisième constat que je ferai, c'est cette idée qui est revenue souvent. La participation, c'est pour faire du long terme et pour faire de l'autonomie. Alors ça, c'est très intéressant parce que le long terme et l'autonomie, c'est ce que la politique n'arrive plus à faire actuellement. Et donc, il y a un certain nombre de militants des quartiers qui disent on veut participer pour avoir une vision du monde qui aille au-delà des mandats électoraux, qui aille au-delà des institutions. Et c'est sans doute une fonction qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette idée que la parole citoyenne, elle fait peut-être pas grand-chose pour les grandes décisions publiques, mais elle peut faire beaucoup pour imaginer ensemble le monde, et notamment mettre des valeurs dans les engagements, mettre des valeurs sur les choses essentielles auxquelles on tient. Et puis le quatrième constat, moi, qui m'a marqué dans les échanges, c'est la question de l'échelle. On l'a bien vu, hein, quand vous intervenez, que ce soit en tribune ou dans la salle, vous parlez de la participation toujours à une échelle précise. Ça peut être un centre commercial, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être le niveau national. Donc il y a cette idée que la participation se définit toujours par rapport à la focale à laquelle on traite le problème. Et en sciences politiques, c'est une énigme très très importante. Le problème de l'exclusion sociale n'est pas vu de la même façon quand on le traite à l'échelon européen, à l'échelon national, à l'échelon régional ou à l'échelon micro. Et moi, le plaidoyer que je fais en tant que politiste, c'est tant qu'on n'arrivera pas à le traiter à l'échelon métropolitain,
il y a une partie du problème qu'on verra mal, parce qu'il y a une partie des problèmes qui doit se résoudre pour toute une série de raisons très complexes, qui doit se résoudre non plus à l'échelon national ou à l'échelon du quartier, mais à l'échelon métropolitain. Et pour terminer, pour conclure, j'aimerais bien rebondir sur le témoignage de l'élu de La Réunion, qui est par ailleurs membre de l'INTA. Parce que ce grand congrès de l'INTA, il a une dimension très très technique. C'est un congrès de spécialistes sur le développement urbain. Mais ces spécialistes sur le développement urbain, ils ne sont pas que ça. Alors certains sont élus, ont été militants avant. Et moi je crois que le défi qui est lancé pendant ces 2 jours de colloque, c'est de leur dire, vous avez un grand écart à faire. Vous êtes d'un côté dans l'hypermodernité de ces villes, de ces métropoles qui sont sur le e-mobilité, e-culture, qui sont dans l'innovation, qui sont dans l'excellence, dans la culture, et en même temps qui sont dans l'hypertechnique aussi, parce qu'on parle beaucoup de dossiers techniques quand on parle du développement urbain, et en même temps, le développement urbain, c'est une question éthique. C'est vers quel type de grande ville nous allons, et c'était mon équation de départ, hein. C'est pas que mieux vivre qui est posé dans ce congrès et ce soir, c'est mieux vivre ensemble. C'est-à-dire il y a une question éthique, politique, et je vais terminer par une formule un peu ronflante, comme je fais la conclusion que c'est moi qui ai le dernier la parole, c'est facile. Il faut que les métropoles ne soient pas seulement des e-métropoles 4S et 2.0, mais il faut que les métropoles soient aussi de chair et d'eau, d'envie et de combat, bref, de responsabilité et de solidarité. Je vous remercie. Merci Alain Faure. Un tout dernier mot pour souhaiter à nos intervenants, en les remerciant, qu'ils puissent prendre quelques minutes pour visiter Grenoble, l'agglomération et Lyon, bien entendu. Et je pense qu'ils auront de bons retours, effectivement, des populations qu'ils vont connaître un petit peu mieux. Voilà, merci à vous tous. Un tout dernier mot pour ceux qui ont emprunté des casques à la séance précédente. Il faut vraiment les rendre à la sortie. Voilà, bonne fin de soirée.